Bonsoir à tous, voici l'actualité du jour. Gambia Yaradonquié, l'époque des femmes gambiennes, œuvre dans le domaine de la santé et de la petite enfance depuis 6 ans, afin d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant et d'améliorer les conditions de vie des patients au sein des hôpitaux partenaires, organise régulièrement des actions humanitaires tout au long de l'année. Au nom du comité Gambia Yaradonquié, nous souhaitons remercier infiniment tous nos donateurs pour leurs dons de qualité. Remercier également la communauté du village de Diabougou-Batapa, France, pour leur investissement. Pour ce voyage humanitaire, 3e édition prévue en avril, 50 kits maternité seront distribués aux femmes du village de Diabougou-Batapa et Esso, mais aussi, sans oublier, des équipements médicaux et fournitures de soins pour leurs hôpitaux et maternités. Nous faisons une nouvelle fois de plus un appel aux dons. Pour nos actions trimestrielles, toutes vos donations sont les bienvenues, notamment des fournitures de soins, des équipements médicaux, mais aussi des vêtements pour bébés en bon état. Pour en savoir un peu plus sur l'association et pour nous soutenir, rendez-vous directement sur nos réseaux sociaux. Nous sommes le dimanche 8 mars, il est 21h, nous recevons Assa Djelou. Alors installez-vous bien confortablement, passez un agréable moment avec les Lionnes en débat, l'émission commence maintenant. Jingle. Votre nouveau rendez-vous, les Lionnes en débat, parce que les héros portent aussi des talons. Une émission dédiée à l'entrepreneuriat, au leadership, mais aussi à l'investissement, décryptant également des sujets de société qui font l'actualité en présence d'invités de qualité. Et pour ce faire, je suis entourée de mes héroïnes, que des numéros 10 dans ma team. Je demande Tigide Soumaré, fondatrice du média PLC Média. À mes côtés également, notre make-up artiste Fatou Soukouna, fondatrice de la marque Aswan Beauty, tout en beauté. Vous en saurez pourquoi dans quelques instants. La présidente et fondatrice de l'association African Diaspora Women, Oumouti, bienvenue à toi. On poursuit avec Sharon Manicon, consultante en transition et en développement international de carrière. Bienvenue à toi. Notre coach en parentalité positive, Bénédicte Djangani. À nos côtés également, Magali Boudab, notre apporteuse d'affaires de métier. Bienvenue à toi. Et pour finir, Tako Kamara, la fondatrice de la marque Les Jus de Mamie. Et notre invitée experte du jour, il s'agit de Assa Djelou, psychothérapeute, sexothérapeute et thérapeute de couple. Bienvenue à toi. Alors sans plus attendre, l'heure de l'interview a sonné. Jingle. Alors, comment ça va, Assa? Ça va très bien. Toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, d'ailleurs, un honneur pour moi. Alors déjà, la première question, dans un premier temps, je suis ravie de te voir. Tu n'es pas une inconnue chez Léona. Ouais. Alors, tu as été ma première interviewée. Donc du coup, il me semble que ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Il me semble que ça fait 10 ans, comme moi, comme Léona, donc que tu es dans le game, dans l'entrepreneuriat. Donc ma première question est la suivante. Dans quel état d'esprit es-tu actuellement? Dans quel état d'esprit je suis actuellement? Je vais bien. Et est-ce que ta vision, en 10 ans, est-ce que ta vision a-t-elle changé? Et je pense que ça se ressent. Est-ce que tu penses que je suis la même femme qu'il y a 10 ans? En tout cas, tu n'as pas changé. Eh bien oui, j'ai bien évolué quand même. Entre-temps, ça se voit peut-être pas physiquement, mais mentalement, intellectuellement, émotionnellement, j'ai grandi. Alors, je vais laisser la parole à Sharon, qui a quelques questions pour toi. Merci Aïcha, merci pour ta confiance et je suis ravie de rejoindre l'équipe des chroniqueuses. Bonsoir Assa. Bonsoir. Assa, j'ai quelques questions pour toi et notamment la première. Aujourd'hui, le secteur de la santé mentale est très accessible. Il y a beaucoup de formations en ligne, il y a beaucoup de coachs notamment. Comment toi, tu as structuré ton activité pour qu'elle soit crédible, différenciante, mais surtout viable économiquement? Ok, je pense que la prise en charge de la santé mentale, c'est pas quelque chose qui peut se prendre à la légère, d'accord?
Pour aujourd'hui exercer dans le domaine de la santé mentale, il faut absolument avoir des compétences qu'on acquiert à travers un cursus académique. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas déroger. D'accord ? Donc moi aujourd'hui, je suis diplômée d'un master en sciences humaines et sociales avec une spécialité en psychologie cognitive. Je ne dirais pas que ça me donne une forme de légitimité, mais ça me permet d'acquérir, en tout cas ça m'a permis d'acquérir des connaissances concrètes pour me permettre aujourd'hui de prendre en charge des patients qui sont en demande de soins. D'accord ? À côté de ça, vous allez aussi avoir plein d'autres petites formations qui vont être des appuis supplémentaires pour permettre de répondre à différentes problématiques et se spécialiser dans différentes problématiques. Après, vous allez avoir des actions qui vont être dites terrain, qui vont permettre aussi d'aller au contact du patient sans forcément qu'il y ait une demande de prise en charge. Parce que lors d'un groupe de parole, par exemple, on fait un soin en groupe et ça permet à plusieurs patients d'aborder la thérapie d'une autre façon. Donc je pense que la légitimité, on l'acquiert à travers l'expérience académique, mais aussi l'expérience dite terrain. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il ne faut surtout pas déroger. Après, en termes de légitimité, on va aussi avoir une conduite, notamment qu'on va appeler la conduite dite déontologique, par rapport au fait de prendre en charge le patient avec certaines règles, avec certaines formules, d'une certaine façon, avec plusieurs formes d'approche qui permettront d'avoir vraiment ce cadre encadrant. Merci beaucoup pour ta réponse. Tu as parlé de la légitimité. Je pense qu'il y a aussi la visibilité que différents coachs et notamment les personnes qui sont en ligne ont. Comment est-ce que tu vois la différence entre la visibilité qui est très accessible, notamment avec à cette ère des réseaux sociaux, et la légitimité ? Je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que on peut parfois être très très proche de la dérive et surtout dans ces différentes visibilités, on peut aussi écouter des conseils ou des orientations de patients qui peuvent être faites de manière pathologique. Quand je dis pathologique, c'est-à-dire que le conseil n'est pas adapté, ça veut dire qu'il y a des faux diagnostics qui sont dressés. Donc vraiment, j'attire l'attention de tout type de patient à se poser la question est-ce que je suis vraiment alignée avec ça ? Est-ce que c'est vraiment ce que je recherche ? Et il faut aussi être capable de faire la distinction concrète entre le soin. Quand on dit soin, je parle de médication. La psychothérapie, la psychologie est un soin et un accompagnement. Se faire accompagner par un coach, c'est avoir un objectif et demander à cet interlocuteur, donc ce professionnel, de l'aide pour atteindre l'objectif. Le soin, c'est traiter quelque chose qui devient douloureux, qui devient lourd, qui devient inconfortable et qui ne permet pas au patient de se retrouver dans un état de bien-être. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche, mais oui, les choses peuvent s'entremêler parce que vous avez des coachs qui vont s'aventurer dans des choses sur lesquelles ils n'ont pas les compétences et vous avez aussi des vrais professionnels de santé qui peuvent aussi être dites psychologue coach, psychothérapeute coach. Donc ça se suit, ça se complète. Mais il faut vraiment se poser la question avec soi-même parce qu'il y a des gens qui arrivent à trouver des réponses auprès des coachs. Je ne dénigre aucun domaine d'activité, mais il faut être aligné avec soi-même. Finalement, un message qu'on peut donner aux auditeurs et auditrices, c'est que on peut être légitime et manquer de visibilité, Tout à fait. mais la visibilité de plein fouet ne veut pas pour autant dire légitimité. Totalement. On poursuit avec Taco. Bonsoir Assa. Bonsoir, Taco. Alors aujourd'hui, on est tous stressés, tous anxieux et même parfois on a des maladies mentales. Il existe plusieurs pratiques comme la psychothérapie, l'hypnose, la kinésiologie, la méditation. Selon toi, est-ce que tu peux nous faire la différence entre ces différentes pratiques, nous expliquer un petit peu quel est ton avis sur la question ? Alors, je n'ai pas d'avis à donner sur les différentes pratiques qui existent concrètement. Ce sont des pratiques qui peuvent être complémentaires les unes des autres et qui peuvent même aider les patients à s'en sortir. Et un exemple, je peux avoir un patient qui souffre d'anxiété, poser avec le patient, certes, le diagnostic, mais l'accompagner ou l'adresser auprès d'une autre professionnelle qui va lui permettre d'acquérir des connaissances de gestion de par la respiration profonde. Vous avez évoqué la méditation. Je pense que toutes ces disciplines-là ont leur utilité. Mais comment on les utilise ? Elle est là la vraie question. Comment on les utilise ? Est-ce qu'on les utilise correctement ? Est-ce que le patient a vraiment compris le sens ? Est-ce que le diagnostic qui est posé est le bon concrètement ? Donc, moi, je n'ai pas d'avis à donner sur cet aspect-là. Après, comme je l'ai évoqué tout à l'heure auprès de votre collègue
Sharon. Sharon, vous allez couper et vous ferez un complément. J'expliquais qu'il faut faire la différence entre ce qui est un soin et ce qui est un soin accompagnant. Ce n'est pas la même chose. La psychologie, allez voir le psychiatre, allez voir le psychothérapeute, allez voir le psychologue, ça c'est un soin. D'accord. C'est un soin. Un soin qui dit soin dit blessure, souffrance émotionnelle, qui peut-être a des répercussions sur la santé physique, qui demande d'être soigné. Quand on va vers ce genre de professionnels qui sont accompagnants, ils ont des outils qui vont vous permettre concrètement de passer d'un point A de souffrance à un point B de mieux-être. D'accord. C'est totalement différent. Alors Sharon, tu as une autre question? Une deuxième question un peu plus sur la partie économique de ton activité. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu préserves la valeur de ton travail et la rentabilité de ton activité sans te laisser emporter émotionnellement par un patient, par exemple, qui n'a peut-être pas les moyens de s'offrir la thérapie que tu proposes. J'aime bien cette question parce que mon amour pour moi, que je pense est très visible et se diffuse dans mon quotidien, dans mon expression, dans ma prise en charge, dans mon amour pour moi, mais que je véhicule aussi pour les autres, ne me permet pas aujourd'hui d'être dans le syndrome du sauveur. D'accord? Et ma mission n'est pas de sauver tout le monde. Sur ma barque, il n'y a pas beaucoup de place. Par contre, ce que je peux faire, c'est partager mes connaissances et mes compétences. Et le patient a le choix d'appliquer ou pas. D'accord? Je ne suis pas là pour sauver les gens. Après, dans le cadre de mon travail, j'ai plusieurs tarifications en fonction du pouvoir d'achat de chaque patient. Et suite à cela, ça permet aussi à ces patients qui n'ont pas le pouvoir d'achat, mais qui veulent être suivis par moi, d'être accompagnés et de ne pas se retrouver seuls dans leur souffrance émotionnelle. Et il faut savoir que dans la vie, on passe par différentes problématiques, on passe par différentes phases dans notre vie. Et j'ai déjà rencontré des patients qui avaient un très bon pouvoir d'achat, qui étaient prêts à payer pleinement leur consultation parce qu'ils ont rencontré un divorce, ils ont rencontré un déménagement ou la perte de certains éléments importants dans la stabilité de leur vie qui ne leur permet pas d'avoir ce suivi. Et je n'hésite absolument pas, en étant bien évidemment pas dans le syndrome du sauveur, mais de leur proposer des solutions adaptées à leurs problématiques. Donc je pense que c'est la meilleure façon d'agir. Ce que je peux dire pour compléter cette question, c'est qu'en n'étant pas dans le syndrome du sauveur, je sais aussi qu'il faut faire énormément de communication, de prévention autour du sujet de la santé mentale. D'accord? Et parfois, il faut aussi être capable de s'investir émotionnellement, physiquement dans certains projets sans pour autant accepter tout et n'importe quoi. Donc mon amour pour moi, encore une fois, m'aide à être en mesure de trier certains projets, de m'investir dans certains projets et savoir dire non par respect, avec beaucoup d'empathie pour les personnes qui veulent parfois nous inclure dans un peu tout. Donc je pense que c'est le rapport à soi, le rapport à son activité aussi qui permet de trier toutes ces j'ai envie de dire, opportunité. Merci. Donc, finalement, ce qu'on va retenir pour les entrepreneurs et entrepreneurs, c'est savoir dire non, dans un premier temps. Ça dépend où est-ce qu'on se situe. Savoir dire non, mais je peux aimer tout le monde, mais je me préfère. Je pense que c'est la meilleure des formules. Merci à toi. Avec plaisir. Alors, on poursuit avec le dose du jour. Jingle. Le dose du jour est dédié à notre Léona, Halima Gadji. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir sur son parcours, si tu le veux bien, Tilidé. Mais avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. En cette journée internationale des droits de la femme, les femmes, on peut s'applaudir. Les Lions en débat by Léona ont tenu à rendre un hommage sincère à Halima Gadji, disparue le 26 janvier dernier à la suite d'un malaise survenu après un court séjour en France. Que son âme repose en paix. En ce 8 mars 2026, nous saluons la mémoire d'une femme forte, engagée et profondément humaine. Révélée au grand public par son rôle de Mariam Diane dans la série Maîtresse d'un homme marié, produite par Marodi TV, elle a marqué les esprits. Mais derrière la lumière des projecteurs, il y avait une histoire bien plus profonde, car dès l'enfance, Halima a été confrontée au harcèlement à cause de son bégaiement. Elle a confié avoir redoublé à plusieurs reprises et qu'en classe de 5e, elle avait déjà 15 ans.
On lui faisait constamment remarquer qu'elle était trop âgée et un jour, un professeur est allé jusqu'à lui pincer la poitrine pour lui signifier qu'elle était beaucoup trop grande pour cette classe. Cette agression sexuelle a été un choc. Elle a alors pris la décision difficile d'arrêter l'école, un choix compliqué à faire accepter à sa famille. Elle dira plus tard, mais beaucoup plus tard, lors d'une émission, je ne suis pas née malade, c'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Elle a été internée à plusieurs reprises, elle a suivi un traitement lourd, elle a traversé une profonde dépression en fin 2021. Jusqu'en début 2022, elle a été avec un diagnostic de burn-out après une hospitalisation en psychiatrie, mais malgré tout, elle a choisi de transformer sa douleur en combat. On peut l'applaudir, même si dans un monde où près d'une personne sur 8 vit avec un trouble mental et où en Afrique, la santé mentale reste largement taboue et parfois associée à la sorcellerie, elle a osé parler, elle a osé mettre des mots sur ce que beaucoup n'osent pas nommer par peur d'être stigmatisée ou traitée de fou. En 2023, elle fonde l'association Sama Mental pour libérer la parole, briser les tabous et faciliter l'accès à l'accompagnement psychologique grâce à des professionnels, des bénévoles formés, ainsi que des lignes d'écoute 24 heures sur 24 et des forums de sensibilisation. Elle était également collaboratrice et ambassadrice du FISD, Forum international solidarité et développement. Elle était également une entrepreneure à Dakar. Elle crée Alima Beauty à Liberty 6 et Eiffel à Mermoz. En 2020, elle reçoit le prix de la meilleure interprétation féminine au Sotigui Award. Et figurez-vous que son frère, Kader Gadji, a réalisé un court-métrage inspiré de son histoire, intitulé « Moi contre moi ». Pour sensibiliser le public aux réalités de la santé mentale et aux violences subies durant l'enfance. On se souviendra d'Alima comme une personne forte, aimante et battante. Direz-vous que j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer lors d'un événement organisé par Oumoussi. Je m'étais approchée d'elle pour lui demander une interview en lui disant très timidement que j'étais encore un petit média en plein développement. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Tu n'es pas un petit média, sois sûre de ce que tu fais et un jour tu réussiras. J'ai confiance en toi. » Ces mots résonnent jusqu'à présent en moi. Elle m'a prise dans ses bras, m'a serré très très fort avec un immense sourire. Je ne m'y attendais pas du tout. Nous nous sommes quittés avec l'espoir de... moi en tout cas, surtout avec l'espoir de la revoir un jour. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, on se reverra. Mais la vie en a décidé autrement. Je termine sur cette image, celle d'une femme lumineuse qui, malgré ses blessures, a su donner de la force aux autres. Et en ce 8 mars, nous avons tenu à apporter notre pierre à l'édifice. Nous honorons sa mémoire et à travers elle, nous rendons hommage à toutes les femmes, celles qui survivent, celles qui parlent, celles qui guérissent et celles qui se battent chaque jour. À toutes les femmes, votre histoire a de la valeur, votre douleur mérite d'être entendue et votre lumière ne doit jamais être éteinte. Je vais terminer avec quelques mots sur la santé mentale. Il faut savoir que la santé mentale n'est ni une faiblesse, ce n'est ni une honte, ni une affaire de sorcellerie. C'est une réalité humaine qui, aujourd'hui, je le répète, près d'une personne sur 8 dans le monde vit avec un trouble mental. Pourtant, en Afrique, et je ne sais pas si c'est particulièrement en Afrique, je te poserai la question tout à l'heure, de l'Ouest, le sujet reste encore trop souvent tabou et on n'arrive pas à mettre un nom sur la douleur. On souffre en silence. On a peur d'être jugé ou bien rejeté ou traité de fou ou de folle. Parler de santé mentale, c'est déjà guérir un peu. Demander de l'aide, c'est déjà un acte de courage. Écouter sans juger, c'est sauver des vies. Alors, brisons le silence, normalisons les consultations, soutenons celles et ceux qui souffrent, parce que la santé mentale nous concerne tous. Voilà cet hommage que nous avons tenu à rendre aujourd'hui à Alima Gadji. Alors, on peut t'applaudir. Merci. Merci. Alors, Assa, ma question est la suivante. Donc, quel regard portes-tu sur Alima, sur ce qu'elle était et surtout sur ses combats? Alors, je porte un regard rempli d'affection, rempli d'amour pour Alima, pour sa démarche,
parce qu'elle a réussi à mettre en lumière quelque chose que beaucoup de femmes subissent, mais qui ne se permettent pas d'en parler par peur d'être jugées, et vont tenter de noyer ça dans des croyances, dans des habitudes qui sont juste pathologiques et dysfonctionnelles, qui vont leur faire concrètement souffrir, mais qui agrandissent qui agrandit leur souffrance, mais qui en même temps déclenche des souffrances chez les gens qui les entourent. Voyez. Et je pense que ça, elle l'a mise en lumière à travers son rôle qu'elle joue dans ce grand film que tu as évoqué. C'est une grande série. Voilà, dans cette grande série. Mais aussi dans son histoire personnelle qu'elle a très clairement exposée. Effectivement. Sans aucun filtre sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, c'est un courage qui mérite concrètement d'être reconnu et surtout honoré. Vraiment, parce que je crois que même moi, qui parle d'elle aujourd'hui, je n'ai pas son courage. Donc, voilà le regard que je porte sur elle. Bien. Alors, il y a Bénédicte qui a une question pour toi. Oui, j'ai une question à ça. Bonsoir. Non, ça. En fait, je me pose une question. Pourquoi dans certaines cultures, la femme doit supporter en silence? Je prends un exemple. Chez moi au Congo, on dit en lingala kanga mutema, qui signifie attrape ton cœur, genre supporte, endure, retiens. Pourquoi la femme doit supporter et qui plus est en silence? D'où ça vient? Alors, le kanga mutema, il existe au Congo, mais il existe aussi et de manière très ancrée en Afrique de l'Ouest. Donc, au Mali, on va le formuler sur une autre formulation, c'est mouniou, mouniol. Et je pense que c'est propre au continent africain. Je vais dire quelque chose qui va paraître très méchant, mais j'ai quand même à cœur de le verbaliser là, ici. Le continent africain a trop facilement associé la valeur d'une femme par rapport à son seuil de souffrance toléré. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit concrètement travailler. Et je sais que nos mamans, elles ont aussi des histoires très lourdes qu'elles partagent souvent de manière dysfonctionnelle auprès des enfants, qu'elles partagent, elles en reparlent en boucle, etc. Mais c'est parce qu'elles portent des traumatismes qu'elles n'ont pas digérés, qui viennent de leur histoire, de l'environnement dans lequel elles ont grandi, qui vient aussi parfois de nos papas. C'est dégueulasse à dire, mais nos papas ont parfois traumatisé nos mamans. Et aujourd'hui, dans ce contexte-là, on attend tellement beaucoup de la femme. On attend d'elle qu'elle soit le socle, qu'elle soit le réceptacle, qu'elle soit la couverture, qu'elle soit celle qui donne l'exemple et qui, en même temps, s'oublie. Elle doit exister, mais elle doit par la même occasion s'oublier. C'est dysfonctionnel comme demande. Et je pense que le kanga mutema, monio, c'est quelque chose qui peut être audible quand on est dans une relation saine. Quand on a un père ou un partenaire qui est à l'écoute de notre équilibre, de notre bien-être. Parce que, bien évidemment, aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Ça ne fonctionne plus, on ne répare pas. On arrête, on recommence ailleurs, on jette. J'appelle ça, moi, limite, la génération micro-ondes. Je prends, je teste très vite, je consomme très rapidement, et dès que ça ne me convient pas, je jette. C'est un fonctionnement, mais qui est dysfonctionnel aussi. Ce qu'on nous le reproche aujourd'hui, pourquoi? On me pose la question souvent dans les conférences, pourquoi ça aujourd'hui il y a tant de divorces? Mais parce que les gens se détachent très rapidement. Pourquoi ils se détachent très rapidement? Parce qu'ils veulent plus mognol. Pourquoi ils veulent plus mognol? Parce que regardez l'historique. Sa maman lui raconte, sa grand-mère lui raconte, à un moment donné, les femmes d'aujourd'hui ne sont plus en mesure de mognol. Parce qu'il y a un passif qui est vraiment douloureux et qui ne souhaite plus du tout être porté. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, ce que je peux dire à toutes les femmes aujourd'hui, c'est oui, il faut travailler dans la relation, il faut travailler sur soi. D'ailleurs, une relation saine, quand on est vraiment dans une relation saine, la relation saine, elle nous demande de travailler sur nous. Elle nous demande de nous améliorer, de nous perfectionner en permanence. Mais quand notre amour pour nous, quand notre intégrité, notre vie est en danger, il faut se choisir. Et il faut aussi être capable de choisir, non pas comme beaucoup de mamans le disent encore aujourd'hui, je reste pour mes enfants. Quand les enfants restent dans ce schéma dysfonctionnel, on leur transmet des traumatismes, on normalise des choses avec lesquelles ces enfants grandissent, deviennent aussi des habitudes, des bases, des fondements qu'ils intègrent eux-mêmes dans leur future relation. Donc il faut se poser la question, quand vous restez dans cette relation avec le mognol, est-ce que vous faites réellement du bien à vos enfants? Est-ce que vous vous faites du bien? Donc oui, travailler sur soi,
quand on est dans une relation saine, mais quand on est dans une relation toxique, il ne faut pas hésiter à l'identifier et à la fuir totalement. En tout cas, mettre des mesures en place pour que cette toxicité puisse cesser. Merci. Bravo. C'est avec plaisir. La parole est à toi, Fatou. Bonsoir, Bonsoir. merci de nous honorer de ta présence. C'est moi qui suis honorée. Bon, moi j'avais une question concernant la jeunesse. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup des parents, des mamans, des grands-parents, mais concernant cette question, hein, je reviens sur la question de la santé mentale, est-ce que tu as observé un impact des effets sur les enfants? Et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire justement à ce sujet? Alors, en psychothérapie, vous avez différentes approches, d'accord? Et vous en avez une qui pourra peut-être répondre à votre question, c'est la transmission transgénérationnelle. Il faut savoir que dans cette approche, on explique, en tout cas cette approche explique que les non-dits, les tabous, les secrets de famille peuvent se transmettre de génération en génération. Déjà, ça c'est un premier point. Ensuite, un deuxième point, différents troubles liés à la santé mentale peuvent être contractés de par l'environnement ou de manière génétique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui le disent. Par exemple, quand on prend le cas des maladies neurodéveloppementaux, le TDAH, les études disent que c'est génétique. Les troubles de la personnalité, il y en a certains qui sont génétiques et parfois même qui sont environnementaux. Donc oui, c'est multifactoriel. Un autre élément qu'on peut aussi relever dans cette question, c'est quand une maman est en période de gestation et qu'elle vit un état de stress aigu pendant sa grossesse. Je pense que nous sommes à peu près toutes mamans ici. On est très consciente que pendant cette période de grossesse, on transmet énormément d'éléments à notre enfant, notamment notre état émotionnel et parfois même nos traumatismes. Et la manière dont on va se comporter avec cet enfant pendant cette période de grossesse, la manière dont on va le prendre en charge, peut aussi être, consciemment ou pas, favoriser la transmission de certains comportements, traumatismes, hypersensibilité, insécurité, manque de confiance, etc. L'éducation qu'on donne à l'enfant. Quand on reprend la vraie définition de l'éducation, c'est préparer quelqu'un à être autonome. D'accord ? Et dans cette préparation, on lui transmet nos connaissances, nos valeurs, nos peurs et parfois nos traumas. Donc, vous voyez, le lien, il est tellement étroit, il est tellement aussi multifactoriel qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on accompagne un enfant, on n'accompagne pas que l'enfant, on accompagne aussi le ou les parents. Très clairement. Donc oui, ça peut avoir des répercussions. Et les répercussions, elles peuvent être diverses. On peut percevoir les troubles de la personnalité, il en existe 10. On peut percevoir l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, parfois certaines mêmes formes de dépression. Je ne vais pas vous faire la liste, mais oui, pour répondre à votre question, il peut y avoir des impacts psychologiques qui viennent des parents. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on poursuit avec Magali. Bonsoir, merci d'être venu et merci de m'accueillir dans votre équipe. Plaisir partagé. Plaisir partagé. J'aurais voulu savoir si tu avais une petite anecdote drôle ou inattendue à laquelle tu as fait face pendant tes consultations. Je sais pas, moi. Il y a le secret professionnel, non? Alors bien sûr, on reste sans trahir la confidentialité. Oui, je suis tenue au secret professionnel. Donc, je sais pas quoi dire. Vraiment, là, je sais pas trop quoi dire. Est-ce que tu as un exemple ou quelque chose qui pourra nous aider sur une Comment thématique se peut-être? déroule peut-être tes Alors, je consultations. suis vraiment à cheval sur la confidentialité du secret lourd que mes patients me partagent. Oui, parfois avec mes patients, ça m'arrive d'éclater de rire, d'insulter peut-être leurs ex, c'est un connard, d'avoir des anecdotes qu'elles me racontent. Après, je suis très à cheval sur le secret professionnel. Vous allez jamais me voir sur les réseaux sociaux raconter l'histoire ou retranscrire ce que quelqu'un m'a retranscrit.
Ça, c'est une valeur, c'est une conduite que j'ai déjà de base dans mon hygiène de vie, mais encore plus dans mon activité professionnelle. Donc, ce que je peux vous raconter, c'est que quoi? C'est que moi, je suis une personne, on peut me voir comme ça, mais je suis très petite fille, je rigole beaucoup, j'ai plein d'imprévus, on me déteste, on m'adore. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Je pense avoir essayé de répondre à la question. Oui, merci. Alors, Sharon? Oui, moi j'ai une question qui est toujours un peu plus axée business, économie. Très bien. Et là, je m'adresse à toi en tant qu'entrepreneur. Donc, ton activité à toi. Donc, on parle effectivement beaucoup de résilience, de force. Mais dans la réalité de l'entrepreneuriat, beaucoup de femmes fonctionnent en flux tendu permanent. C'est ce que tu nous as aussi exprimé tout à l'heure. Pour toi, à partir de quand cette pression devient un risque pour la santé mentale et pour la viabilité de ton activité? Alors, le flux tendu, je pense que même moi, parfois, par moment, je suis dedans. D'accord? C'est pas tout le temps plat, c'est pas tout le temps calme. Il y a des périodes où c'est la saison haute, il y a des périodes c'est la saison basse, il y a des périodes, il y a plus de conférences. Là, en plus, on va y arriver, là, à cette période-là, avril, mai, là, ils sont tous en expansion de projets. Il faut contribuer aussi comme on peut. Et parfois, on est aussi prise par notre rôle de mère, prise par nos projets à côté, prise par notre vie personnelle, notre vie de couple. Donc, la saison haute, elle peut se manifester à tout moment. Par contre, à partir de quand il faut commencer à s'interpeller sur notre santé? C'est quand ça déclenche des troubles du sommeil. C'est quand la fatigue devient chronique. C'est quand on est irrité, irritable. C'est quand on commence à mal vivre les petits imprévus qui arrivent et que ça nous pousse à avoir des réactions impulsives. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment de... J'ai un agenda. Déjà, je suis très organisée agenda parce que mes patients, à 1h du matin, ils peuvent réserver sur le site et me faire changer toute ma journée. Mon programme, il est vraiment en liberté de mes patients. Par contre, ils ont certes la liberté, mais avant qu'ils aient accès à cette liberté, j'ai mis en place des journées où je suis spécifiquement au cabinet et des journées où je suis spécifiquement à la maison et je fais seulement des prises en charge en ligne. C'est ma manière à moi de contrôler un peu et de pouvoir aussi penser à moi. Donc, même quand j'accepte des projets, je regarde mon agenda par rapport à ma disponibilité. Je ne vais pas me surcharger de projets parce que je souhaite vraiment apporter des prises en charge de qualité et je souhaite aussi faire des prestations extérieures de qualité. Et pour ça, il me faut dormir suffisamment, avoir un état de santé mentale plutôt correct pour moi déjà et parce que par amour pour moi-même. J'ai à cœur de vraiment... ne pas m'abîmer dans mon travail. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. Donc je pense que pour mieux vivre ce flux tendu, c'est d'avoir une programmation, c'est d'être au clair dans son activité, c'est aussi être capable de dire non comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et c'est aussi être capable de responsabiliser les enfants, déléguer des missions aux conjoints pour pouvoir se concentrer pleinement. Et c'est aussi être capable, parce que dans notre déontologie, on parle de supervision, d'être capable d'avoir aussi un entourage professionnel et personnel sain qui contribue à notre équilibre psychologique. On parle énormément d'entourage. L'entourage, on ne se rend pas compte, mais il contribue énormément et il impacte énormément notre santé mentale. Donc, entourez-vous. Bien. Super. On peut considérer que la santé mentale, c'est un indicateur stratégique pour notre chiffre d'affaires. Est-ce que tu es d'accord de dire ça? Ah, mais clairement, parce que quand je suis en mauvaise santé mentale, je ne peux pas produire, je ne peux pas obtenir les résultats que je souhaite, et même si je les ai, la satisfaction n'est pas la même et la reconnaissance du travail n'est pas le même pour soi-même. Donc oui, bien évidemment, il faut avoir une santé mentale positive, ou en tout cas tendre à avoir cette santé mentale. Et quand on reprend la définition de la santé mentale, je précise bien qu'elle n'exclut pas les pathologies, qu'elle n'exclut pas les maladies liées à la santé mentale. Elle demande à ce que le patient puisse être dans cet état émotionnel qui lui permet de se développer dans son plein potentiel, quelles que soient les maladies qu'il a dans sa santé mentale. Merci infiniment. Avec plaisir. Pour clôturer le dose du jour, le mot de la fin est pour toi, Oumouf. Alors, que retiens-tu de ton ami, Halima Gadji? Bonsoir, Léonard. Merci de me donner la parole et cet honneur d'être là pour témoigner d'Halima. Alors, ce qu'on peut dire sur Halima, c'est qu'il y a des rencontres qui marquent à vie. Ça, il faut le dire. Elle n'a pas vécu longtemps, mais de son vivant, je pense qu'elle a été à la hauteur. Elle a été impactante. Donc, je l'ai connue d'abord comme tout le monde, comme actrice, talentueuse, une femme publique, une femme forte, une femme multicasquette qui était vraiment impactante.
C'est pour ça que j'ai tenu à l'inviter lors des galas que j'organise par le biais de mon association African Diaspora Women. Ce sont des trophées qui visent à promouvoir les femmes dans l'entrepreneuriat et de les mettre vraiment à l'honneur pour ce qu'elles font, parce qu'elles sortent du lot forcément. Assa Diallo pour en témoigner, puisqu'elle a pu bénéficier d'un des trophées dédiés ce quartier-là. Très joli trophée qui est encore très bien placé dans mon... Ce qu'il faut savoir, c'est que Halima Gadji, je l'ai connue comme tout le monde, ok, mais si j'ai insisté pour l'avoir comme guest star pour cet événement, c'est parce que c'était aussi autour du 8 mars. Ça parlait des femmes aussi et ça parlait de sa santé mentale. Et je me suis aperçue qu'à cette période-là, elle avait vraiment besoin d'un petit coup de boost parce qu'elle avait été stigmatisée après une première crise. Et je me suis dit que ce serait peut-être une manière pour moi de la rebooster dans son activité parce qu'elle avait eu un coup de mou et s'était fait hospitaliser, etc. J'ai eu beaucoup de détracteurs qui m'ont dissuadée de l'inviter. Pourquoi elle? Pourquoi Halima? Je dis, écoutez, Halima, elle est OK avec sa maladie. Donc, je pense qu'elle va gérer. Donc, on s'est parlé des longs mois avant qu'on puisse se rencontrer, jusqu'au 4 mai 2024 où j'ai organisé ce grand gala. Je l'ai rencontrée à l'aéroport Charles de Gaulle. On s'est parlé 6 mois avant. C'est comme si on se connaissait d'avant. En fait, c'était une femme vraiment extraordinaire. Et donc, elle est venue, elle a fait son témoignage parce qu'elle avait sa place ce jour-là. Elle devait parler de sa maman mentale, son association dont Tigide a parlé tout à l'heure, qu'elle avait créée en 2023 en collaboration avec l'Afrodescendance. Et par ce combat-là, je pense qu'elle avait sa place, en fait, pour vraiment faire parler ces tabous, faire taire toutes ces personnes qui stigmatisent tout de suite et essayer justement d'inviter toutes ces personnes à sortir de l'ombre. Halima, après ça, ça aurait pu être juste ma guest star et s'arrêter là. Mais Dieu en a fait autrement, puisque derrière toutes ces lumières, ces spots, cette femme de la jet set sénégalaise, il y avait une femme extraordinaire, une femme attachante, une femme aimante, qui m'appelait affectueusement grande sœur et que j'appelais petite sœur. C'était devenu des confidences et on voyait le vide. Malgré le fait qu'elles soient entourées, on voyait qu'elle avait besoin de cette bienveillance. Donc, c'était des messages par semaine. Comment vas-tu? Est-ce que tu te portes bien? Et donc, avant même de répondre, elle me disait, et toi, grande sœur, est-ce que toi, tu vas bien? En fait, malgré sa douleur, malgré l'adversité, son combat, son abnégation par rapport à la santé mentale, elle se souciait toujours de savoir comment son interlocuteur allait. Halima a laissé un grand vide. Ça, il faut le dire. Le 26 janvier, on s'y attendait pas. Elle est partie brutalement, mais je pense qu'elle a impacté le monde. Sa mission s'est arrêtée à 36 ans, mais sa lumière vivra parmi nous toutes, les femmes battantes, les femmes qui aiment mettre les femmes en lumière, mais on va pas faire taire sa cause. Je pense qu'elle est noble, surtout dans nos continents. Et je collabore avec Sama Mental. African Diaspora Women a décidé de collaborer avec Sama Mental pour mener des actions vraiment concrètes, surtout au niveau de l'Afrique et de la diaspora, pour sortir ces femmes de l'ombre. Donc oui, Halima, c'était une actrice. Halima, c'était une mannequin, c'était une auto-entrepreneuse, mais c'était une petite sœur qui va énormément me manquer. Repose en paix, Halima. Ouais. Merci. Repose en paix. Qu'elle repose en paix. Une pensée et nos remerciements à sa famille, notamment à sa grande sœur Rokaya Gadji et à Badou Diop, le pilier de l'association, de nous avoir donné le feu vert pour lui rendre hommage. Alors pour soutenir cette cause, n'hésitez pas à aller directement sur leur site internet, on compte sur vous. Merci à toi Tigide pour ce dossier de qualité. Alors n'hésitez pas à suivre Tigide sur ses réseaux sociaux pour des vidéos inspirantes. Alors sur ce, une pause s'impose avec Okamare. Alors, on poursuit l'émission en beauté avec notre coup de cœur du jour, la marque Okamare fondée par Awa Sako, notre beauty time by notre make-up artiste Fatou. On t'écoute. Eh oui, c'est l'instant beauté présenté par Aswan Beauty elle-même. D'ailleurs, j'ai une question, vous les chroniqueuses sur ce plateau, est-ce que vous connaissez un petit peu les produits de la marque Okamare? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je suis cliente chez elle. Qui ne connaît pas Okamare? Qui ne connaît pas aujourd'hui Okamare? Et aujourd'hui, vraiment sur ce plateau, j'ai le plaisir de partager avec vous et de vous présenter donc cette marque
qui a été effectivement créée par Awa Sako en 2021. Elle est composée donc à base de plantes de vitivier qu'on retrouve essentiellement en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que ça a cette senteur boisée, réconfortante, ce qu'on appelle dans le langage africain du tchouraï, mais qui est en réalité, on appelle Madeleine de Proust, en fait, cette sensualité, cette senteur. Et je trouve qu'elle rappelle beaucoup cette odeur réconfortante de nos grands-mères et de nos mamans venues d'Afrique. En tout cas, c'est aussi un petit clin d'œil à elle. Ce que je trouve aussi intéressant dans cette marque, c'est au-delà de la composition, la volonté pour la femme de prendre soin d'elle avec des produits naturels. C'est une marque qui revendique essentiellement, en tout cas, faire du made in 100% naturel. Et donc, les produits sont composés d'huile pour le corps, principalement après la douche. Vous avez également du beurre de karité, comme on peut le voir exposé ici. Pour le visage et pour le visage, cheveux. pour le cheveu et pour le corps. Ouais. D'accord, donc c'est un mix des trois. Exactement. Des trois. C'est un 3 en 1. Vous avez aussi un autre format, pareil, à la chantilly de karité à l'hibiscus. Donc, c'est vraiment des produits qu'on retrouve essentiellement en Afrique de l'Ouest et je trouve que ça célèbre réellement les qualités finalement que nous avons sur le continent. Il y a aussi des savons, donc le savon à base de goé pour visage et corps. Vous avez également le savon directement donc au camaré visage et corps qui est unifiant, illuminateur pour le teint. Et enfin, le savon au lait de riz. Alors, bien évidemment, il y en a d'autres, puisque moi, j'ai acheté le savon au gombo. Au gombo, Effectivement, et ça marche énormément bien, naturellement, pour les peaux sèches. Il y a aussi le gommage qu'on va retrouver. Qu'est-ce qu'il a comme bienfait, le gombo? Le gombo, c'est surtout pour hydrater, en fait, la peau. Et je trouve qu'elle est aussi adaptée à tout type de peau, mais principalement pour les peaux sèches qui ont un besoin... Eczéma, genre. L'eczéma. Notamment, Et surtout les peaux déshydratées. Ce savon-là, dinguerie. Les peaux déshydratées. Donc on a aussi le gommage, comme je le disais, un lait unifiant et clarifiant pour le corps et des lotions toniques qu'on peut appliquer après son démaquillage. Franchement, elle a une belle gamme. C'est une très belle gamme. Je ne me suis pas trompée quand je lui ai donné un trophée en 2024. Le même jour qu'à Sadjegou, je reviens sur le sujet. Que des pépites chez toi. Que des pépites. Alors, on peut les retrouver où? Alors, moi, je vous invite vraiment à aller sur leur site internet parce que vous allez avoir vraiment l'ensemble de la gamme. Évidemment, il y a parfois des pop-up, parfois des stands, mais principalement sur le site internet. Donc, directement, je crois, c'est www.camaré.fr.com. Donc, www.aucamaré.com. Vous allez avoir toutes les infos, notamment les infos de livraison, le tarif. C'est lequel le best-seller du moment? Le must? Le must-have. Alors, il y a le mien, mon must-have, et il y a celui peut-être préféré des autres. J'ai été séduite par la chantilly. La chantilly, je sais pas, elle est là, la chantilly. Elle donne envie. Moi, j'ai une huile pour le corps, avec le parfum et la senteur du goé. Et c'est vrai que je l'apprécie principalement après un bain, après un moment de détente. Et ben, c'est vrai que l'odeur, elle reste vraiment sur le corps et ça nous enveloppe. On est un peu comme envoûté et ça nous accompagne justement dans cette dans ce lâcher prise. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le site et puis à tester. Un grand merci à toi, Fatou, Madame Aswan Diouchi. Avec plaisir. Pour ce moment de beauté. Justement, comme on est aussi sur l'occasion de la Journée de la Femme, je rappelle aussi que le 28 mars, dans le cadre des Journées de la Femme, donc organisées notamment par Relti, mais en collaboration avec Aswan Beauty, le 28 mars, on organise une journée dédiée aux femmes qui s'appelle Brisées par les siens, quelle perspective. Brisé par les siens. Brisé par les siens. Finalement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Je vais prendre quelques exemples, mais il peut s'agir des conséquences de l'excision, il peut s'agir des conséquences de mariage arrangé, etc. Ouais. En fait, c'est vraiment les conséquences de certaines problématiques ethniques ou sociales, économiques et autres
qu'on va pouvoir revisiter, travailler et exprimer lors de cette journée. Donc je vous invite nombreuses à participer, à venir, et vous aurez naturellement toutes les informations sur mon compte Aswan Beauty ou sur celui de Bénédicte Djangani qui m'accompagnera aussi lors de cette journée, accompagnée de Cœur Debo qui est sexothérapeute. C'est super, c'est noté. En tout cas, merci à toi, Fatou, pour cette chronique de qualité. On termine l'émission avec le débat du jour. C'est parti, ça va chauffer. Le débat du jour, pour ou contre l'uniforme à l'école. On va commencer par Bénédicte. Pour. Ouais, Je dois m'expliquer pourquoi? bien sûr. Pour éviter toutes les discriminations ou harcèlements, etc., je pense que c'est une solution pour moi. Fatou? Moi, je dirais pas. Et pourquoi? Donc, tout simplement parce que je pense qu'en tant que parent, on a quand même la possibilité et le droit de pouvoir acheter à nos enfants ce qui leur fait plaisir, d'accord? Non, mais j'entends tes critiques. Je suis en train de m'expliquer. Donc, Je t'en prie. c'est comme Oui. Figure-toi que moi, je rejoins ton idée d'être contre, parce que pourquoi pas nous distinguer quand on a des enfants, qu'on a les moyens, pourquoi pas distinguer nos enfants, parce que ça va les faire grandir dans une atmosphère de nos personnalités, en fait. Donc, je suis contre. Moi, je suis J'ajouterais aussi que ça, pour rejoindre mon collègue, je trouve que ça permet aussi d'affirmer son identité, sa créativité et son originalité. Donc, Alors, c'est l'idée. Moi, je suis pour. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que moi, je pense que les établissements sont avant tout un lieu où on va pour apprendre, d'accord? On ne va pas spécialement pour montrer qu'on est habillé soit en Nike ou en Levi's ou peu importe la marque qu'on porte, on va pour étudier. Donc moi, je suis... Ça c'est une théorie, ça. mais pourquoi Ça, théoriquement, c'est ce qu'on aimerait, mais c'est pas la réalité. Moi, je suis pour. De différence. Ça se voit que t'es pas vraiment pour, parce que ton pour, il est à l'envers déjà. Et moi, je pense que la mise en place d'un uniforme permettrait de placer tous les élèves sur un seul et même piédestal. Je suis pour également. Je ne suis pas d'accord. Elle contribuerait. C'est une illusion d'égalité. C'est tout ce que c'est. Une illusion d'égalité. Elle contribuerait à réduire les inégalités visibles aux différences. Pour moi, les enfants, ça existe dans plusieurs pays aujourd'hui. Il y a plein d'uniformes qui sont au sein des établissements et ça se passe très bien. Mais ça se passe très bien à ce qu'on voit. Par contre, les inégalités ne disparaissent pas. Les différences sociales ne disparaissent pas. Et puis, finalement, le problème est déplacé puisque ceux qui auront des moyens seront en uniforme, ok, mais ils auront des téléphones dernier cri, ils vont peut-être customiser leur apparence, etc. Donc, pour moi, c'est juste déplacer le problème, alors qu'en réalité, on devrait plus s'intéresser à, dans la société, véritablement, quelles sont ces inégalités. Et pas juste les cacher par un uniforme qui va faire du bien aux yeux, certes, je peux comprendre, mais qui ne va pas effacer ces inégalités sociales. Absolument. Est-ce que le fait de ne pas mettre des uniformes en place dans les établissements, ça pourrait éviter justement que des enfants aient à se juger, parce que les enfants, ils se jugent beaucoup entre eux. Ah, toi, t'es habillé comme ça, et pourquoi... on voit directement ce décalage entre les enfants, et moi je pense qu'en mettant les uniformes, il n'y aurait pas tout ça en fait. Mais ça va se jouer dans le micro. Une anecdote, il y a beaucoup d'enfants ont des iPhones aujourd'hui. Beaucoup d'enfants au collège, dès le collège, au lycée, ont des iPhones, mais pas tous les enfants. Et tu vois que les enfants se critiquent, d'accord, parce que un autre enfant va avoir un Samsung. Entre Samsung et iPhone, il n'y a pas une grande différence. Mais c'est de là que commence le harcèlement. Et l'uniforme dedans, ça fait quoi, avec un uniforme ou sans uniforme, il y aura des différences de iPhone, Samsung. Exactement. Non, je pense pas. Non, en tout cas, moi, je suis pas complètement d'accord parce que l'école, tu parlais d'identité, l'école, elle est là pour structurer
mais elle n'est pas là pour créer l'identité d'un enfant. Ça, c'est de la personnalisation. Ça se passe à la maison. C'est un trio gagnant. Ça se joue entre l'enfant, le parent, l'école. C'est un trio. C'est quelque chose qui se passe en équipe. Moi, j'ai l'impression c'est pas que des uniformes. Moi, je te rejoins et j'ai l'impression qu'on veut vraiment aller au plus simple et qu'aujourd'hui, quand on parle de différenciation, de s'autoriser à être autre ou à se comporter autrement, et ben justement, c'est là où on est catalogué en fait. Moi, c'est vraiment ce que ça me renvoie là. On va vraiment aller analyser les micro-choses. C'est-à-dire, on va aller analyser ton comportement, ta coiffure. Tu vois, les gens vont avoir des coiffures différentes, vont avoir des chaussures différentes, vont avoir une manière de porter l'uniforme différemment. Pourtant, moi, je suis originaire de pays où on porte l'uniforme. Je suis originaire de l'île Maurice. À l'île Maurice, on porte l'uniforme. J'ai vécu en Angleterre. En Angleterre, on porte l'uniforme. Mais pour autant, on voit que ce soit le harcèlement ou les disparités dans les différenciations sociales, on les voit quand même. Ce serait juste masquer le problème, en fait. Exactement. Arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de nous leurrer. Ça va nous faire du bien aux yeux à nous, mais eux seront toujours en souffrance. Mais ils le vivent comment, les enfants De porter l'uniforme? Oui. En fait, ils le vivent, ils n'ont pas le choix. Non, je ne dirais pas qu'ils sont bien. Je ne dirais pas qu'ils sont bien ou pas bien à cause ou grâce à l'uniforme. Ce sont des enfants, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça reste des enfants qui vont se critiquer, qui vont se tirer dans les pattes de toute façon, et ça fait partie de leur développement, de leur process. Peut-être que toi, Béné, tu veux intervenir, puisque ça fait partie de ta spécialisation, de ton métier. Il faut prévenir les gens qu'on prend la première. Bon, je vais quand même rester campée sur mon pour, même si j'avoue que le concept d'authenticité, que tout le monde puisse avoir son avis, sa critique, ça, je peux comprendre. Mais pour, en tant que professeur, avoir vu et été exposé aux harcèlements, aux critiques, au manque de tolérance des jeunes sur le fait qu'il y en a un qui porte pas des Nike, sur le fait qu'il y en a un qui a un t-shirt troué, faut dire quand même que les enfants vont étudier et que chaque parent n'a pas la capacité de payer un iPhone, ou si ce n'est pas un iPhone, des fois un pantalon, ne serait-ce que pour 1 an. Il y a des parents qui vont acheter toujours je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qui n'ont pas les capacités de refournir à chaque fois de nouveaux vêtements. C'est ça. Et pour ces parents-là, je suis désolée, pour ces enfants-là aussi, pour que leur santé mentale puisse être plus calme, sereine et se concentrer sur leurs études, par rapport à ça, je dis que si on les mettait tous sur un piédestal, par rapport à ce domaine-là, ça réglerait pas mal de problèmes. Ouais. Bien sûr, je me campe sur cet avis-là, moi. Maintenant, si vous voulez m'attaquer. À quel moment ils se personnalisent, en fait? À quel moment ils se sortent? À quel moment ils se distinguent? À quel moment ils créent son identité en eux? À quel moment ils ont une réelle identité et qu'ils ne sont pas comme un troupeau de moutons à l'école, en fait? Moi, c'est ce que je refuse. Alors, je veux bien avoir l'avis de Taco. Alors moi, je suis pour le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que vous êtes dans un établissement, vous êtes tous habillés pareil, vous avez ça donne le cadre, ça donne de la discipline, et je pense que ça c'est important, surtout à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ça part un peu avoir un cadre, parce que les enfants aujourd'hui n'ont pas de cadre. Ouais. Parce qu'ils sont habillés en Nike, parce qu'ils sont habillés en Louis Vuitton, il n'y a pas de cadre. Alors que quand vous êtes dans une école où il y a un uniforme, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a des parents qui ont des moyens et qui n'ont pas les moyens. J'ai l'impression que l'uniforme, ça crée un esprit d'équipe, comme un sentiment d'appartenance, comme tu disais. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'esprit d'équipe, que ce soit en primaire, au collège. Ça va chercher une victime, ou bien celui-là qui excelle en cours, il va être complètement harcelé. Il faut qu'il rentre dans la masse de celui-là qui est nonchalant. Et ça, c'est regrettable. Alors que s'ils avaient des uniformes, je pense que ça ferait plus un esprit d'équipe. Et le sentiment d'appartenance et peut-être la fierté de leur école. Génial. Moi, ce que je dis, c'est que dans la vie professionnelle derrière, on n'est pas en uniforme. On a des codes, quel que soit le métier qu'on pratique, si on est en entreprise, si on est sur le terrain, peu importe, il y a des codes, effectivement, mais la société vers laquelle on tend, c'est pas une société dans laquelle on respecte toujours ces codes-là. Et leur mettre un uniforme très jeune, c'est aussi les paramétrer à plus tard, il faudra s'habiller comme ci, comme ça. Les aliéner. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tu peux travailler dans n'importe quel quartier d'affaires, mais tu as le droit de te saper comme tu veux, en fait. Mais il y a des codes. Parce que même dans les entreprises, il y a des codes. Quand tu vois, par exemple, quand tu es chef d'entreprise ou quand tu es cadre, par exemple, à la Défense, tu vas pas en jogging basket.
Tu vas pas en jogging basket, en ok. tailleur, Tu donc vas il y en a des jean le codes. vendredi. Ça, c'est. Friday, ouais. Oui, Friday, mais ouais. ça fait partie Mais du c'est un code. code. Ça C'est fait un partie code. du code. Ça Ça reste veut un dire code. que je pense que ces enfants-là, ces enfants-là, ils doivent quand même apprendre à avoir des codes, à C'est avoir vrai. une discipline, à avoir. Il faut qu'on leur apprenne à gérer leur tenue vestimentaire et à respecter des règles. Moi, j'aime bien dire une chose, c'est que, merci beaucoup pour ton intervention, si on connaît les codes, c'est à ce moment-là qu'on peut les décoder. Oui, Donc, on est d'accord. Je vois cette génération évoluer, j'ai vraiment pas l'impression que c'est cette génération qui va continuer à aller au bureau en costard-cravate. J'ai pas vraiment cette perspective-là en vue, je sais pas pour vous, mais au contraire, je trouve que ça n'a pas d'atteinte à la qualité du travail qui est fourni. Ça n'a pas d'atteinte à la productivité. Et peut-être même, ils sont peut-être même plus malins sur certaines choses avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Ce qui fait que finalement, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît le moine. C'est avec son habit qu'on le reconnaît, le moine. Si tu fais rentrer un charlatan au monastère et que ça te dérange pas parce qu'il a la bonne tenue, ça te regarde. Moi, personnellement, si tu peux être habillé en moine, là, mais si finalement, derrière tes valeurs ne sont pas en adéquation avec ta tenue, en tout cas, la tenue ne va pas me Exactement. convaincre. C'est quand même Jamais assez se fier aux présent, je trouve, apparences. hein. Aujourd'hui, finalement, cette question sur ce côté lisse, ce côté où c'est bon, il a la tenue, donc il est identifié, en somme, il est validé. Mais finalement, on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Et je pense que peut-être qu'aujourd'hui, on s'arrête un peu trop vite sur ce qu'on voit et peut-être pas suffisamment au-delà. Moi, je pense que ça pourrait être, voilà. Et le danger, il est peut-être justement là. C'est de dire à nos enfants, oui, quand tu vois quelqu'un d'habillé comme ça veut dire que c'est quelqu'un de carré, de droit. Non! En fait, tu dois te méfier, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la tenue vestimentaire. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est habillé, tu parlais tout à l'heure de jogging basket, moi je dénigre pas cette tenue-là, et pour autant, à l'intérieur, c'est hyper carré, hyper cadré, c'est quelqu'un qui fait peut-être plus de CA que toi. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas se fier à ça. De nos jours, les gens travaillent derrière leur ordi et font des millions, donc on peut pas se fier à juste la tenue de la personne. C'est tout pour moi. I drop the mic. Le mot de la fin est pour toi. Assa, qu'en penses-tu? Waouh, j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. J'ai envie d'attirer l'attention de tout le monde sur un point essentiel, la santé mentale de nos enfants. C'est l'avenir de demain. Et je pense que tout élément, même minime soit-il, qui puisse contribuer à l'équilibre de cette santé mentale, je pense qu'il faut le favoriser. Moi, je dirais que je suis pour. Pourquoi je suis pour? Parce qu'on a parlé de discipline, on a parlé de modèle de réussite, on a parlé de vision, de mode, de tenue et de structuration de tenue. Vous voyez tous comme moi comment les jeunes d'aujourd'hui s'habillent pour aller à l'école. C'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on véhicule en laissant ces enfants s'habiller comme ça pour aller à l'école? L'école est un lieu qui accueille les gens pour les préparer à être des enfants autonomes demain. On n'est pas à l'école pour apprendre et construire leur identité. Ça se fait à la maison, avec les valeurs, avec la culture, avec les religions, avec la spiritualité. À un moment donné, que chacun se mette à sa place. L'école, c'est pour une fonction. Les parents à la maison, une fonction. La famille, l'entourage, c'est pour une autre fonction. Chacun a son rôle. Et comme vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, c'est multifactoriel. Moi, j'ai envie d'attirer votre attention sur une seule chose, la santé mentale des enfants. Est-ce que vous êtes conscient des chiffres de harcèlement? Vous avez tous parlé de harcèlement. Mais au-delà du harcèlement, est-ce que vous savez qu'il y a des complexes d'infériorité? Des gens qui ont des santé mentale abîmées parce qu'ils ont grandi dans un environnement où ils ne s'identifiaient pas au groupe. Abraham Maslow est un grand psychologue américain qui nous a fait la pyramide de Maslow. Je suis sûre que même si vous n'avez pas fait de psychologie, vous avez tous déjà entendu parler de cette pyramide. La notion d'appartenance fait partie de cette pyramide. C'est super important de se retrouver dans un groupe. La transition de l'enfant, l'adolescence à l'âge adulte est une période de la vie très importante. Nous sommes tous et toutes le résultat de notre enfance. Que ce soit bien ou que ça a été bien vécu ou mal vécu, il y aura toujours des répercussions visibles à la vie adulte. Donc, que ce soit avec ou sans uniforme, le plus important, c'est l'équilibre de nos enfants. Voilà mon point de vue. Donc tu restes pour? Je reste pour restructurer. Et tout à l'heure, il y a un truc qui a été dit qui était très intéressant. Et je pense que chacune d'entre vous n'a pas tiré la problématique du même angle. Parce que vous avez évoqué l'aspect
qu'est-ce qu'on projette à l'enfant, qu'est-ce qu'on lui éduque sur l'analyse du comportement de l'autre, etc. Mais l'uniforme ne vient pas préparer l'enfant à identifier, à analyser un interlocuteur. L'uniforme va venir le structurer lui-même dans sa tenue, dans sa discipline, avoir une tenue repassée. Vous savez qu'il y a des enfants qui participent pas aux tâches ménagères à la maison? Rien que le fait d'avoir cette responsabilité sur son uniforme lui donnerait une notion de la prise en charge de soi-même. Je pense qu'au-delà de tout ça, on peut évoquer encore beaucoup de choses. On peut évoquer l'hygiène, on peut évoquer l'entretien, on peut évoquer l'apparence, on peut évoquer la discipline de par le travail, de par l'organisation, etc. Ça permettrait à l'enfant d'acquérir beaucoup de choses que peut-être certains parents ne savent pas transmettre. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ne savent pas prendre soin d'elles parce qu'elles n'ont pas eu de parents qui leur ont communiqué et transmis tout ça. Mais, si je peux me permettre, dans la société d'aujourd'hui, tout ne se passe. C'est génial ce que vous avez dit. Moi, j'apprécie beaucoup. Toutefois, la réalité est telle que ça, c'est super beau sur le tableau. Ah, mais il faut peut-être tester, voir. Mais la réalité n'est pas comme ça. Dans les lycées, je peux vous le dire par expérience, dans les lycées, les enfants qui viennent pour qu'on les prépare à des entretiens viennent maquillés comme si elles allaient en boîte, ultra maquillées, habillées, aller dans les restaurants classe et en tout cas, de manière qui ne sont pas adaptées à des entretiens d'embauche. Ou négligés avec les claquettes. Ou négligés avec les claquettes. Voilà, il y a plusieurs types de cas. Ouais. Ça, malheureusement, à la maison. Bon, moi, je peux parler de banlieue, par exemple. Il y a beaucoup de cas où les familles ne préparent pas à ça. Ouais. Il y a plusieurs initiatives qui existent d'ailleurs, des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, la cravate, qui vont te permettre d'avoir des habits de seconde main pour pouvoir t'habiller, pour aller à des entretiens, etc. Mais la réalité, moi je suis complètement d'accord avec la théorie que tu as évoquée. Toutefois, la réalité du terrain, elle n'est pas comme ça. Ouais. À la maison, on ne te prépare pas à aller à un entretien. On ne te dit pas comment t'habiller, comment te maquiller, comment te tenir, quelle est la posture. Et ça, aujourd'hui, ce sont des choses que les écoles, les lycées ont commencé à mettre en place, pas suffisamment à mon goût, mais ont commencé à mettre en place. Et c'est pour ça que je dis, comment est-ce qu'on va enseigner d'un côté l'uniforme et l'uniformisation de chacun, et d'un autre côté se distinguer dans un entretien d'embauche pour aller briller pour sa propre personne au sein d'une entreprise. C'est la question, peut-être qu'elle restera en suspens. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce débat, merci beaucoup. Elle restera très certainement en suspens, mais je pense que la meilleure des choses qui pourra nous permettre de peut-être se rassurer ou se reconfirmer sur une décision, c'est de tester. Aujourd'hui, dans le 16e, vous avez des écoles très classes qui ont déjà l'uniforme et ça fonctionne très bien. Mais même en banlieue, il y a des écoles qui ont l'uniforme. Et ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne. Moi, je ne dirais pas que ça fonctionne. Vous avez les chiffres qui sont disponibles sur Google, ça fonctionne. Moi, personnellement, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui a été mis en place, par exemple, en banlieue, ça n'a pas fonctionné. Oui, peut-être parce qu'ils ne sont pas prêts, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie. Mais des écoles qui pratiquent l'uniforme depuis plus de 5 ans dans leur règlement intérieur portent des résultats positifs. En tout cas, je suis très curieuse de voir les chiffres. J'irai me renseigner, mais je n'en suis pas convaincue. Merci. Bien, merci mesdames en tout cas pour cette deuxième. Merci à toi, Acha, pour ta présence. Alors, avant de se quitter, Léona a eu 10 ans ce 1er mars 2026. Le 1er mars 2016, une date historique, marquante dans ma vie. En tant que jeune fille, adolescente, femme, épouse, mère et entrepreneur, ma vision de la vie est que les jeunes filles fassent de leurs conditions de vie une priorité, qu'elles s'acceptent telles qu'elles sont, qu'elles sachent d'où elles viennent, car pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, qu'elles prennent soin d'elles et de leur santé, car pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi, qu'elles restent fidèles à leurs valeurs et à leurs principes, car ce n'est pas parce que tout le monde est contre toi que tu as tort, qu'elles restent authentiques, car le naturel revient toujours au galop. Qu'elles exercent le métier qui leur colle à la crinière, mais surtout qu'elles ne s'oublient pas. J'avais envie que les femmes puissent se reconnaître à travers mes actions, à travers mes valeurs, telles que la liberté, l'engagement, l'organisation, la renaissance, la nouveauté et l'ambition. Mais c'est aussi rendre hommage à ma défunte mère, une femme forte qui assumait pleinement ses casquettes en tant que femme, entrepreneur, mère et épouse. Je tenais à remercier toutes les personnes que j'ai pu croiser durant ces 10 dernières années, à mes partenaires, à mes collaboratrices, aux parents de mes 3 homonymes. Remercier également la team Léona qui me suit depuis toutes ces années sur mes réseaux sociaux et qui ont été témoins de mon évolution, car je viens de loin. À ma communauté Gambia Yaradonkié et à ma team Les Lionnes en débat pour leur confiance et pour leur investissement.
Sans oublier ma famille, mon mari et mon fils qui n'ont pas d'autre choix que de me supporter. Mention spéciale aux piliers de mes organisations. Ayez une Rokia Damba et un Ibrahim Sen dans vos vies. Et pour finir, je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, mais une chose est sûre, c'est que tout vient à point à qui sait patienter dans le travail et dans la persévérance. Renoncer ne fait pas partie de mon vocabulaire. À la prunelle de mes yeux, à ma maman, que ton âme repose en paix et que mes actions éblouissent ta tombe et dans l'au-delà. Merci.